troisième et dernier vlog lecture pas à pas sur Trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden. Donc on a commencé la première vidéo concernée l'ours et le rossignol, le premier tome, la seconde vidéo La fille dans la tour, le second tome, et cette vidéo va concerner l'hiver de la sorcière. En passant, je vous dis juste que je suis pas sûre que ce type de vidéo, en fait, d'aller sur un pas à pas, tome par tome dans une saga, ce soit hyper pertinent sur un format vidéo. Surtout que je fais des vidéos qui sont très longues. Donc n'hésitez pas à me dire s'il vaut mieux en fait faire un peu sous forme de chronique littéraire et en gros, par exemple, une fois que j'ai lu une fois que j'ai lu une saga, je vous en parle, etc., de mes ressentis, de ce que j'en ai pensé dans une seule et même vidéo. Comme j'ai pu le faire pour les Grisha, pour les séries suivantes aussi, où le Trône de Fer c'était très long, mais... Comment être concise sur le Trône de Fer? C'est pas possible. Pareil pour Harry Potter, c'est pas possible. Mais bref... je pense que cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties, à savoir le vlog lecture qui concerne donc le dernier tome de la trilogie d'une nuit d'hiver, L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Donc on est toujours chez Folio SF avec une traduction de Jacques Collin et une illustration de couverture d'Aurélien Polis, et c'est absolument magnifique. Et je ferai en fait tout bêtement aussi une petite partie en fin de vidéo qui va concerner l'ensemble de la trilogie. Donc si vous ne voulez pas être spoilé sur quelques éléments, je fais attention à pas trop en dire, hein, mais si vous ne voulez pas être spoilé sur des éléments de ce tome-là, je vous conseille d'aller directement au niveau du timecode qui va concerner mon avis sur l'ensemble de la trilogie. L'hiver de la sorcière fait la suite immédiate du tome 2, La fille dans la tour. Là où, par exemple, dans L'ours et le rossignol, le premier tome, on suivait Vassia sur plusieurs années, donc de petite fille jusqu'à adolescente. Où là, elle est, on va dire, adolescente, jeune adulte. Je vous resitue très rapidement le truc, c'est qu'on est, on est en Russie dans on est peut-être au XIIIe siècle, un truc comme ça. Vassia est une petite fille qui est la fille d'un boyard, donc un exploitant forestier qui vivait très loin de Moscou. Et comme sa mère encore avant, comme quelques personnes de sa famille, elle a le pouvoir de voir les esprits du foyer, les esprits de la forêt, etc. Et elle a pu nouer dans les deux premiers livres une relation assez particulière avec Gel ou Morosko, qui est le dieu de l'hiver et également le dieu de la mort. Il y a aussi les thématiques de, on va dire, la nouvelle religion chrétienne orthodoxe qui vient un petit peu annihiler l'existence des esprits, qui vient gommer les anciennes croyances et on a d'ailleurs on a plusieurs personnages qui sont religieux, à savoir donc où on en est là, on a un des frères de Vassia qui est moine, mais qui a quand même un espèce de petit feeling par rapport aux esprits, même s'il ne les voit pas. On a aussi Constantin qui lui est prêtre et qui est quelqu'un qui est ambitieux, quelqu'un qui, je pense qu'il est beaucoup plus à avoir envie en fait d'avoir le pouvoir sur les gens et avoir réellement un pouvoir, un charisme, un ascendant sur les gens qui l'écoutent, plus qu'une vraie ferveur, on va dire, envers un dieu. Lui, en plus, il a une relation très particulière avec Vassia, qui est à la fois empreinte de désir pour une fille qui est quand même décrite comme n'étant pas belle, mais Constantin est plein de désir envers elle. Et c'est une sorcière. C'est une sorcière et si l'action du premier tome se déroulait entre tout là-haut dans le nord, où ils étaient peut-être en Sibérie, et Moscou, le tome 2 c'est plutôt Moscou et des terres un petit peu fantastiques, on va dire féeriques, et le tome 3 également. Le tome 2 finissait sur l'incendie de la ville de Moscou, du palais d'ailleurs,
Et ça va tomber en fait sur Vassia, qui va être clairement en danger de mort comme elle l'est régulièrement. J'ai lu à peu près 33% là du livre, parce que je l'ai en numérique aussi, c'est pour ça on dirait qu'il est tout neuf et qu'il vient de sortir de chez le marchand. Mais j'ai lu 33% du livre et là, en fait, on apprend de plus en plus de choses sur les origines de Vassia, sur les origines de ses pouvoirs, parce que elle n'a pas que, on va dire, la connaissance qu'ont les personnes des croyances envers les petites gens, le petit peuple, etc. C'est pas que ça, c'est à la fois un feeling et même de la part d'esprit, elle est décrite, elle est désignée comme sorcière parce qu'elle a réellement le pouvoir justement d'influer sur eux et elle en a besoin. Donc une nouvelle fois, elle va se retrouver, Vassia, en danger de mort parce que qui dit sorcière, on est quand même au Moyen-Âge, avec une religion chrétienne orthodoxe qui prend de plus en plus de place. Surtout que dans la grande ville de Moscou, les esprits, et Hiver surtout, a moins de pouvoir. Donc Hiver, c'est Morozko. Quand je vous ai dit qu'on frôlait un peu la romantaisie, très légèrement. Mais, et surtout, l'hiver, donc la saison, prend fin et fait place au printemps. Ce qui veut dire que Morozko, il a quasiment plus aucun pouvoir. Comme les esprits, il peut devenir un peu une espèce de brume en fait, qui est de moins en moins visible. Et il se passe des choses qui sont compliquées là pour Vassia, une nouvelle fois. Et si dans le tome précédent, il me semble, elle a pu aller par exemple dans le royaume de l'hiver, là, elle va parcourir aussi d'autres terres qui ont d'autres pouvoirs, d'autres règles. Et elle retrouve un personnage du folklore qui est important. Donc c'est pas une simple, entre guillemets, Roussalka ou un simple de Movoï. C'est un personnage de l'importance de Morozko ou de l'importance de l'ours. Donc quelqu'un quasiment de divin. Et elle va en apprendre donc plus sur je me répète, mais sur les origines de sa famille et ce qui est intimement lié aussi, les origines de son pouvoir. Je vais m'arrêter là, c'est assez rapide, je suis désolée, mais j'ai dû lire, parce que le 3e tome, il fait à peu près 550 pages, j'ai pas mal de notes d'autrice et il y a beaucoup il y a un petit glossaire à la fin. Et ça fait sur la page 95 sur 284 sur la version e-book. Donc je m'arrête là, on se retrouve probablement demain quand je l'aurai bien avancé ou terminé. Et comme je vous l'ai dit, c'est un livre, un vlog qui va être beaucoup plus court. Et à la fin de la vidéo, si vous voulez skipper, vous aurez, skipper ce que je dis maintenant, vous aurez mon avis sur la saga entière. Salut, à tout de suite. Re-salut! J'ai terminé le dernier tome de la trilogie du Nuit d'hiver, donc de l'hiver de la sorcière, qui est le bouquin qui est un peu plus épais que les autres, il me semble. Je l'ai fini dans l'après-midi. Et j'ai eu... Vous savez, quand vous appréciez tellement en fait une lecture soit d'un livre en one-shot, soit d'une saga, que vous ralentissez un peu parce que ça veut dire que vous allez terminer, que vous en aurez plus après. Et ben j'étais là-dedans. Je sais plus exactement où je m'étais arrêtée là sur le premier tiers, mais j'ai adoré. Je peux pas dire mieux que j'ai adoré et que c'est certainement une saga. Je pense que mon enthousiasme, si j'avais lu les 3 livres quasiment, en un court laps de temps, genre en une semaine ou 2, il serait beaucoup plus important que maintenant. Parce que là, en plus, j'ai laissé passer quelques heures parce que j'ai eu la larmichette, hein, je vous l'avouerai. Et je pense que c'est une lecture que je referai. Parce que là, je crois que j'ai dû lire le premier tome en novembre, le second en décembre, un truc comme ça, et je l'ai un peu oublié. Et j'aurais pas dû, mais c'est exactement ce que j'attends d'un livre de fantasy qui va parler, par exemple,
du petit peuple, un peu plus ou moins de guerre de religion quand même, parce que la religion chrétienne orthodoxe repousse, enfin interdit les anciennes croyances, diabolise les tchortis, qui sont les esprits de la nature ou du foyer, enfin diabolise au final les anciennes croyances, comme la religion chrétienne l'a fait à peu près partout, j'imagine, mais comme d'autres grandes religions ont pu le faire sur des anciennes qui perduraient. Et le truc que je trouve... j'ai vraiment aimé toute la réflexion qu'il y a autour de la religion, avec notamment le personnage de Constantin, qui... excusez-moi, j'ai bouffé des fraises, j'en ai pas les dents. Le personnage de Constantin, qui est le prêtre, qui est un fanatique, mais qui est un fanatique qui n'a pas la foi, qui est un fanatique qui carbure en fait au charisme et à ce que lui renvoient les gens qui croient en lui aussi, qui ont foi en lui. Et ce personnage est absolument terrifiant, parce que c'est l'ennemi, mais à la fois il a du désir pour Vassia, il veut la faire cramer, mais il veut aussi coucher avec elle. Enfin, il n'est pas très au clair avec ce qu'il veut. C'est surtout, si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Et si je ne peux pas l'avoir, tu vas crever surtout, si je ne peux pas t'avoir. Il n'est pas très gentil, ce mec-là. Je l'aime pas, Berk. Mais il y a plein de trucs, en fait. C'est un livre qui répond à toutes mes attentes aussi au niveau historique. Il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance aiguë en fait du contexte russe, du prince qui règne à Moscou, des Tatars qui viennent les piller, donc on leur file une rançon pour éviter qu'ils viennent emmerder les villages et compagnie. Les Tatars sont pas très gentils non plus, hein. Il me semble que c'est pas les ancêtres, mais c'est les descendants des Mongols, il me semble. Gengis Khan, tout ça. Et le truc que j'aime beaucoup aussi, c'est le personnage de Vassia. Je trouve qu'elle, au niveau de l'affect, parce que je suis quelqu'un qui fonctionne aussi à l'affect, c'est un personnage qui m'a tenu un peu à distance, mais comme aussi pouvait le faire Morosco, le dieu du gel, comme pouvaient le faire beaucoup de ces personnages-là. Parce que vous voyez, ils vivent en fait dans des conditions de vie qui sont assez terribles. Une nuit de froid, ça peut les tuer. Il y a à peu près tout et n'importe quoi qui peut les tuer. Et ils ont en fait cette espèce de fatalité, de fatalisme, de la dureté de la vie qu'ils acceptent complètement, qu'ils embrassent. Et il y a également il y a la foi qu'ils ont aussi en Dieu, en leur Dieu, ou leur Dieu au pluriel pour la religion ancienne, parce que faut pas nourrir le domovoy, ou il ne faut pas te faire d'offrande au bannique dans les bains, etc. Mais enfin, je trouve que l'autrice, elle a vraiment réussi à toucher, entre guillemets, l'âme russe. Je dis ça, je ne connais pas de russe, hein. Je crois que j'ai jamais rien lu qui concerne la Russie, ou pas vraiment, ou je m'en souviens plus. Mais ça me rappelle une espèce... Enfin, on n'est pas dans une vision romantique, entre guillemets, une vision un peu édulcorée ou un peu parfaite de la Russie. On est vraiment les pieds dans la boue, c'est dur. Les gens sont durs entre eux, tout est difficile. Vassia, elle en chie, mais alors tout du long, la pauvre. Enfin, Vassia, c'est un personnage qui subit beaucoup, qui en plus de ça est téméraire, donc elle se met en danger, donc elle subit encore plus. C'est pas évident. Et après, ça m'a pas empêché quand même de la suivre, de l'apprécier et d'apprécier tous les personnages que j'ai suivis. Tout comme j'ai aussi apprécié ceux qui sont un peu plus au-dessus, un peu plus, on va dire, divins, comme Morosco et l'ours. Mais eux, en fait, ils te maintiennent aussi à distance, entre guillemets, sur le plan de l'affect, parce qu'ils sont éternels.
Donc ils sont un peu observateurs et ils sont un peu lisses entre guillemets en termes d'émotion. Parce qu'ils ont déjà tout vu en fait. Ils ont déjà tout vu. Et je trouve d'autant plus touchante la relation qui se noue entre Vassia et Morosco. Ou entre Vassia et d'autres Chorti qui sont au moins aussi puissants que Morosco et que l'ours. Et c'est la langue, elle est magnifique. Mais on touche au sublime, on touche vraiment au... Je vais essayer de vous trouver un petit bout. Attendez, j'en avais parlé. Elle avait le sentiment d'être une petite fille projetée sans avertissement dans une histoire qu'elle ne comprenait pas, entourée de gens qui attendaient d'elle qu'elle tînt un rôle qu'elle ne connaissait pas. Il y a des contrées plus lointaines, plus étranges, dit Dame Minuit, des endroits qui exigent de voyager longtemps dans la nuit, des endroits auxquels tu ne pourrais peut-être même jamais accéder, parce que ton âme ne les comprendrait pas. L'instant où ton plus ancien ancêtre est né, ou celui où ton plus lointain petit enfant mourra. Même moi ne puis tous les visiter, et c'est par cela que je sais qu'un jour je cesserai d'exister, et que les minuits de la vie du monde ne connaîtront pas toute ma main. Ah. Puis il sourit à demi, et Vassia réalisa soudain ce qu'était cet autre sentiment, sous la peur et le désir qui croissaient en eux, une exultation sans limite. C'est tellement beau. En fait, je pense que ça correspond vraiment à mes attentes sur ce type de féerie, au final, parce que c'est ce que j'ai lu quand j'étais adolescente sur les contes bretons et compagnie, les premières légendes arthuriennes, où on a souvent une nouvelle religion qui arrive avec un dieu qui est très lointain ou qui est absent, qui n'est pas là, qui ne répond pas. Et une ancienne religion où tous les petits esprits de la nature, le petit peuple, etc. est présent. Il y a vraiment un échange, même s'il est fugace, entre les humains et qui déposent des offrandes et qui obtiennent des choses en échange. Même si c'est juste quelques pommes qu'un lutin va leur apporter. Et si vous voulez, c'est vraiment la manière, je crois, dont je perçois ce passage d'une religion à l'autre, quand la religion d'un Dieu unique prend le pas sur une ancienne polythéiste, paganiste, je ne sais pas comment on peut le dire autrement. Et si vous voulez, Vassia, elle va visiter elle a déjà visité le royaume de l'hiver, donc le royaume où vit Morosco. Elle va aller ailleurs. Elle va aller dans d'autres lieux, dans d'autres mondes. Et c'est complètement cohérent. C'est pas du tout le pouf, c'est magique, parce que Catherine Arden, elle a vraiment réussi à imaginer en fait la manière dont on pouvait se déplacer d'un monde humain, physique, où il y a la gravité, où il y a tout, enfin, il y a la gravité ailleurs aussi, mais un monde humain tangible à passer dans un monde féerique, intangible, où les distances, le temps, ça n'a plus le même sens en fait, où les normes sont complètement autre chose. Et je trouve qu'il y a vraiment une grosse inspiration de Neil Gaiman pour les fans. Je pense notamment à Neverwhere et à l'American Gods Verse. C'est un monde féerique qui vit à côté, peut-être. Il y a des points d'entrée, on va dire, à côté du monde humain. Tout le monde ne peut pas y aller, ça c'est clair. Il faut peut-être un talent particulier à développer pour pouvoir s'y déplacer. Mais Vassia, elle le fait de manière tellement naturelle parce que elle fréquente en gros ces esprits depuis qu'elle est toute petite. Donc elle en a jamais eu peur. Et c'est tellement beau. Et qu'est-ce qu'elle évolue, cette gamine. Oh, elle est impressionnante. Jusqu'au bout, on dit qu'elle est pas belle. Ça, c'est un truc que j'aime bien parce que j'en ai un peu marre en fait des lectures où il y a des filles badass qui sont super canons et qui ne sont même pas décoiffées après avoir découpé plein de gens. Et
Et Vassia, en fait, elle s'en fout. Vassia, la destinée, enfin, le rôle qu'on lui destinait d'être une épouse ou au couvent, ça lui convient pas, elle en veut pas. Elle en veut pas, elle en a jamais voulu. C'est pas elle. Ça fait un peu petite Arya Stark. Et petite Arya Stark qui, ouais, elles vivent toutes les deux des choses pas faciles quand même. Et, et en fait, elle l'assume complètement. Et ce qui est très particulier, c'est que c'est quand même une société qui est assez hiérarchisée. Les femmes doivent être à leur place. Vassia n'est pas du tout à sa place. Et Vassia, quand elle prenait l'identité entre guillemets d'un homme, elle était reconnue. Elle était reconnue pour ses talents, elle était reconnue pour son courage et compagnie. Mais vous mettez Vassia, la jeune fille, dans les pompes de ce faux bonhomme, mais elle est méprisée. On lui crache à la tronche et c'est une sorcière, il faut l'enfermer dans un couvent. Et je juge pas, moi. Je sais qu'il y a des lecteurs, des lectrices qui vont trouver ce genre de lecture difficile parce que c'est plus comme ça qu'on aborde la place de la femme dans la société occidentale de nos jours. Donc on va dire société, je dirais, très largement européenne, américaine, à peu près. Mais peut-être en Asie aussi, je sais pas trop, Australie. Mais c'était comme ça il y a 7 siècles. C'était comme ça. C'est un constat, c'était comme ça. Ce qui fait que il y a un apport quand même vachement moderne avec cette personnalité-là. Et des femmes qui sortaient du rang, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu et elles avaient plus de place en fait si elles sortaient du rang. Mais qu'est-ce que j'aime. Et je trouve en fait qu'il y a une espèce de petite porte ouverte à la fin, une petite révélation sur quelque chose. Je me demande si Catherine Arden, elle n'a pas derrière la tête de se dire tiens, une petite porte ouverte pour quelque chose d'autre, pour une petite suite. Ça peut tout à fait se terminer comme ça, hein. Je dis pas que je suis frustrée ou quoi que ce soit. Je dis juste que je pense qu'elle a laissé une porte ouverte pour éventuellement y revenir un jour. Et franchement, il faut absolument que vous lisiez ces bouquins-là, c'est grandiose. C'est vraiment grandiose. Et on n'a pas les Chorty, là, les esprits de la nature ou du foyer ou Morosco, etc. C'est pas des humains déguisés en fées, si vous voulez. C'est pas du beau gosse avec des tablettes de chocolat qui est badass mais qui a un passé sombre et compagnie et puis qui est gentil quand même s'il a l'air méchant. Non, ce sont des créatures qui ont qui sont d'une toute autre nature, qui ne sont pas humaines. Et avec qui Vassia arrive à communiquer, elle arrive à les comprendre, elle arrive à les manipuler, concrètement, hein, mais c'est pas du faux si vous voulez, ça fait pas de toc, ça fait vrai, ça fait cohérent, ça fait pas Sarah J. Maas. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux écrit en tout point. Ça, c'est très bon. Bref, je vous conseille très très fort de lire la trilogie. Et je pense que Catherine Arden, elle est en train de rejoindre mon panthéon où il y a J.R.R. Tolkien, il y a Georges Martin, il y a Neil Gaiman, il y a Christelle Dabos et la petite jeunette Catherine Arden vient d'arriver. Il manque une autre femme. Alors, si vous avez des suggestions sur une femme qui a écrit un ouvrage plutôt de fantaisie ou fantastique, qui vous ait bouleversé, n'hésitez pas parce que là, ça va pas du tout hein, dans mon panthéon personnel des littératures de l'imaginaire. J'ai 3 bonhommes et j'ai 2 bonnes femmes. Ça ne va pas. Parité. Bon, allez, j'arrête sur ces plaisanteries. Je vous conseille très fortement la lecture de la trilogie du Nuit d'hiver. Si vous aimez la fantaisie, peut-être pas si c'est votre première lecture en fantaisie, ça va peut-être vous paraître un peu barré. Commencez peut-être plus par Neverwhere de Neil Gaiman. Ça va vous paraître barré parce que vous allez être dans un endroit déjà qui historiquement est
Sur le plan temporel, est très loin de ce que vous connaissez. Et en plus, il y a tout l'apport religieux et tout le monde féerique. Ça peut être compliqué pour une première lecture fantasy, je pense. Donc, il n'y a rien de compliqué à comprendre. La langue, enfin les phrases et compagnie ne sont pas compliquées non plus. J'ai appris quelques mots. Je les ai oubliés, mais j'en ai appris quelques-uns. Il faudrait que je regarde dans mon historique de recherche Google. Mais ouais, lisez ça. La langue est très riche. Il y a vraiment une grosse affirmation de la plume de l'autrice, je trouve, comme pour Christelle Dabos, comme pour Neil Gaiman. Faudrait que je relis les 4 autres. Lisez Trilogie des Nuits d'hiver et dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Ah, et j'ai une petite question, mini sondage. Je suis pas sûre en fait de la pertinence du côté pas à pas dans le cadre d'une saga. Est-ce que je lis une saga tome par tome et je vous sors une vidéo chaque fois? Sachant que si vous vous souvenez, pour Percy Jackson, j'ai fait ça pour les 3 premières vidéos, mais pour les 2 derniers bouquins, j'ai lu les 2 derniers bouquins et je vous en ai parlé dans une seule vidéo. Donc, est-ce que je continue ce type de format où je fais un tome, une vidéo, ou est-ce que je lis tranquillement ma saga ou un cycle, parce que je vais pas... si un jour je lis les 20 et quelques tomes de La Roue du Temps, je vous en parlerai pas en une vidéo, c'est juste pas possible pour moi. Et je ferai pareil pour les Percy Jackson pour la suite. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, me suggérer si vous avez des idées à ce sujet, y a aucun souci. Et j'ai fait une petite... Ah, c'est trop bien, faut le lire. Faut le lire tout plein. C'était pour la vignette, si vous n'aviez pas compris. Je vous souhaite un très bon mercredi. Je pense que la vidéo de la semaine prochaine, ce sera un petit vlog lecture sur les 2 livres de William Morris que je compte lire pour le mois de la fantaisie. Je vais déborder un petit peu, c'est pas grave. Hein. Mais c'est La Source au bout du monde et Le Lac aux îles enchantées qui sont parus aux Forges de Vulcain, la maison d'édition. Donc voilà, je vous laisse là, passez un très bon mercredi, n'hésitez pas à me donner des suggestions de lecture et puis n'hésitez pas aussi si vous avez un avis sur le format vidéo, entre guillemets, une vidéo, une saga ou une vidéo par bouquin d'une même saga. À tout bientôt, salut!